Bien, mais écoutez, bonjour à toutes et tous. C'est toujours un petit peu, comment dirais-je, frustrant d'être derrière un écran et de vous voir derrière un écran, mais j'espère que le caractère, au fond, passionnant du sujet qu'on va traiter ensemble, sur lequel on va discuter, puisque, comme le disait Juliette, le Coursator, c'est aussi l'introduction à une conversation et à une conversation engagée, comme le rappelait ce teaser. J'espère que nous pourrons surtout, pendant la deuxième partie de cette conversation, échanger ensemble pour repartir de ce moment dynamisé, enthousiaste et, encore une fois, persuadé que nous allons gagner. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Alors, dans ce cours, je pense que vous pouvez passer à la deuxième slide, Juliette. J'ai choisi cette fois-ci de mettre l'angle sur est-ce que l'écologie est l'ennemi du peuple? Lorsqu'on a discuté sur la façon dont on pourrait actualiser ce cours qui a maintenant 2 ans, ce qui m'a frappé, c'est évidemment que on était aujourd'hui dans un moment où, alors qu'il y a 2 ans, on parlait davantage des oppositions entre les institutions, les politiques publiques et le niveau d'ambition écologique, et que d'une certaine manière, on disait il y a une forme de combat entre la société et les États, en tout cas entre les politiques et la société. Aujourd'hui, il y a eu un changement de perspective et on peut dire qu'il y a toute une partie de la société qui semble réticent, réservé, voire combattant le niveau d'ambition écologique qui avait été convenu lors de l'accord de Paris de 2015, cet accord universel. Donc ça montre que il fallait, me semble-t-il, compléter la perspective du cours par cette question essentielle, est-ce qu'au fond l'écologie est contre le peuple? Vous en doutez, hein, je pense qu'à l'issue de ce webinaire, nous dirons que la réponse est négative. Mais ce qui est important, c'est surtout de comprendre pourquoi ce récit d'une écologie contre le peuple, d'une écologie qui, d'une certaine manière, accentuerait les inégalités et qui serait l'inverse d'une écologie de justice, d'une transition juste, a réussi finalement assez rapidement, depuis 2 ans, puisque ce cours avait été élaboré, préparé en 2023. Comment est-ce que les choses se sont à ce point diffusées, à la fois, comme je parlais des 4 coins du monde, on voit bien aux États-Unis avec le récit de Trump, mais on voit bien aussi comment, au niveau de l'Europe, de la France, c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup. Alors, je voulais rappeler, parce que je pense que tout le monde n'a pas encore écouté et regardé ce grand cours Sator, je voulais rappeler un petit peu ce qu'apportait très rapidement le cours. En quoi est-ce que c'est intéressant lorsque Juliette vous pose la question de qu'est-ce que c'est que la démocratie écologique, les réponses soient au fond à la fois convergentes et assez diverses. Qu'est-ce que j'avais essayé de faire ressortir dans ce cours très rapidement? Alors, il dure 9 heures, donc vous imaginez bien que là, en 5 minutes, ça va être très rapide, mais j'avais dit déjà que le lien entre démocratie et écologie modifiait complètement ce qu'on peut appeler les objets politiques. C'est-à-dire que lorsqu'on qualifie la nature d'objet politique, lorsqu'on commence à introduire la question du vivant en politique, lorsque on imagine les êtres humains comme faisant partie d'un système global et dans l'interrelation avec leur écosystème, évidemment, ça modifie la manière de voir la démocratie et ça modifie le rôle et la manière de définir les institutions. À partir du moment où les institutions prennent en considération la lutte contre le changement climatique, l'extinction de la biodiversité, toutes choses qui ont été installées dans la Charte de l'environnement de 2004, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, mais qui aujourd'hui ne font pas encore partie des articles de la Constitution française, à partir du moment où on introduit donc ces nouveaux objets politiques, on transforme le rôle des institutions, la définition des institutions, et évidemment ce qu'on peut appeler la vie démocratique. La vie démocratique, ça je crois que ça a été aussi un point qui était sensible dans le teaser, la vie démocratique ne peut plus se résumer à un calendrier électoral et ça me semble être un point essentiel. La vie démocratique doit s'organiser avec une temporalité, des espaces et une vision, est-ce qu'on va dire une planification, on verra ça pendant les échanges, mais en tout cas avec une vision du temps bien différente. Et puis, quatrième point, et puis après on va continuer avec le deuxième slide. Quatrième point, ça implique évidemment, comment dirais-je, une vision où la démocratie va inclure des relations au savoir, on va dire ça de façon un peu générale, différentes. Vous savez que le monde politique, moi j'ai été longtemps élu et j'ai longtemps fait partie de partis politiques situés à gauche de l'échiquier.
le Parti socialiste et les Verts. À partir du moment où vous installez cette question de la nature et du vivant dans le champ politique, ça signifie que la relation au savoir est complètement transformée et elle est, comment dirais-je, elle fait partie de la bonne manière d'exercer son rôle politique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus se contenter de slogans, euh, de court-termisme, d'un éventail de mots autour de, je sais pas, une centaine de mots, 150 mots, comme Donald Trump. Et donc, à partir du moment où la question de l'épaisseur des savoirs est réintroduite en politique, ça modifie évidemment fondamentalement aussi le profil et la sociologie de ce qu'il nous faudrait pour pratiquer la démocratie écologique. Ça, c'est un point qu'on oublie trop souvent, peut-être parce que la plupart d'entre nous n'ont pas fait de la politique activement, ne connaissent pas d'aussi près que moi ceux qui font de la politique. Je crois que ça implique vraiment des personnes, des êtres humains différents. On peut passer à la deuxième slide. Je passe. Et donc, comme je viens de le dire, d'ailleurs, ça crée de nouveaux équilibres de pouvoir. Bouleversement de l'exercice du pouvoir dont je viens de parler, donc je ne reviens pas là-dessus, et des dynamiques démocratiques. Mais je crois que ce qui est important, c'est aussi de réaliser que lorsqu'on parle de transition, on parle de transition comme si ça allait de soi. Alors que la transition, les transitions, qu'elle soit écologique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit géoplanétaire, ce sont des moments de redistribution des rôles et de nouveaux rapports de force en termes économiques, sociaux, de puissance. C'est aussi une modification, lorsqu'on parle d'écologie, une modification de la conception de la puissance. Lorsqu'on modifie la manière de voir l'économie en considérant qu'il y a des limites planétaires, comme Juliette en a parlé en début de ce webinaire, lorsqu'on considère que la nature n'est pas seulement destinée à nous fournir des ressources et à être vouée à l'extractivisme et à être un lieu où on produit, dans ce cas-là, il y a une modification de la manière de voir l'organisation économique et sociale, et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que c'est à la fois la pensée et l'action qui sont modifiées. Et ça, je pense que lorsqu'on a commencé à installer l'écologie au cœur des politiques publiques, vous le verrez dans les slides suivants, on a complètement sous-estimé la façon dont ça allait introduire un bouleversement des inquiétudes, des résistances, des luttes et une forme de guerre entre ceux qui veulent les transitions, ceux qui ne les veulent pas, et ceux qui pensent que les transitions vont au fond leur coûter le peu qu'ils ont. Ça, c'est un point essentiel sur lequel je vais évidemment revenir. J'ai noté que quand on parle de démocratie écologique, la question sociale est revenue à plusieurs reprises dans vos définitions. C'est un point essentiel. On voit bien qu'aujourd'hui, cette conflagration entre l'écologique et le social, c'est devenu un des points de blocage essentiels. Puis un point important sur l'équilibre des pouvoirs, c'est qu'on a été habitué à penser la démocratie, vous le savez, à l'échelle nationale. On a construit toute notre histoire autour des États-nations, et à partir du moment où on parle d'écologie, on parle évidemment des, on atterrit, comme le dit Bruno Latour, on parle des petites échelles, et puis on parle de l'échelle planétaire, et c'est facile à dire. C'est-à-dire que du local au global, cette expression n'a jamais été aussi juste que lorsqu'on parle d'écologie, mais en revanche, articuler les échelles de pouvoir et même imaginer aujourd'hui qu'il puisse y avoir une démocratie planétaire, c'est quelque chose qui nous semble relever d'une utopie qui ne cesse de s'éloigner depuis 2015 et l'accord de Paris, où on avait eu le sentiment que quelque chose pouvait exister d'une démocratie planétaire. Donc ça, c'est aussi un point essentiel à avoir en tête et qui est décrit dans le cours. Troisième slide. Euh, je voulais aussi, avant de commencer, rappeler qu'une des difficultés, c'est que dans l'histoire des mouvements écologistes, la question des contre-pouvoirs a toujours été le point de légitimité et qu'il y avait donc cet enjeu de lutte contre les institutions, ou en tout cas, comme le dit Serge Moscovici, vous verrez dans le cours, il y a plusieurs épisodes consacrés à la question des grands penseurs de l'écologie, et je pense que Serge Moscovici, aux côtés d'André Gors ou aux côtés d'Ellul ou aux côtés d'Ivan Illich, Serge Moscovici est beaucoup moins souvent cité, alors même que lorsque vous le lirez, si vous en avez envie, vous verrez que c'est absolument fondamental, cette notion de minorité active et ce qu'il en dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au fond,
que lorsqu'on est écologiste, vouloir appartenir à la majorité, c'est souvent perdre, j'allais dire, son énergie démocratique. C'est-à-dire, c'est se fondre dans quelque chose où on sera sans doute moins efficace, y compris vis-à-vis de la majorité. Et cette espèce, cette conception, cette conviction, elle a au fond guidé toute l'histoire des minorités écologiques depuis les années, depuis même le 19e siècle. Là-dessus, il faut lire les travaux de Serge Audier sur la société écologique et ses ennemis, ou ce qu'il dit de la cité républicaine écologique. Là, vous y trouverez une définition de la démocratie écologique très charpentée sur le plan de la philosophie politique. Je crois que cette question d'être minoritaire ou majoritaire est quelque chose qui aujourd'hui traverse encore beaucoup ceux qui sont engagés sur les questions écologiques, avec évidemment, compte tenu de l'accélération des dérèglements, cet enjeu fondamental de devenir majoritaire parce que c'est ça qui déterminera le rythme des transformations qu'il faut organiser. Mais comment est-ce qu'on peut devenir majoritaire en restant euh, une lame, j'allais dire, en restant quelqu'un qui porte l'engagement et qui porte le niveau d'ambition nécessaire? Comment est-ce que le compromis n'est pas une compromission? C'est une question qui n'est pas seulement une question morale, qui est une question qui traverse en fait, je crois, beaucoup notre époque. Euh, Deuxième point de ce slide, vous avez certainement remarqué que sur l'écologie, on est en permanence dans la cyclotimie. Rappelez-vous qu'en 2007-2008, lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, il lance le Grenelle de l'environnement en suivant le pacte écologique de Nicolas Hulot. Rappelez-vous du niveau d'ambition de l'époque. Rappelez-vous que l'écotaxe a été votée à l'unanimité au Parlement et qu'il n'y avait pas que de dangereux gauchistes au Parlement à l'époque. Rappelez-vous de ça et voyez ce que nous vivons aujourd'hui. Et interrogeons-nous sur cette cyclotimie qui fait que non seulement on a le sentiment qu'on n'avance pas, mais on peut se demander si à la faveur de cette cyclotimie, on n'est pas même en train de régresser par rapport à ce qui pouvait être la prise de conscience de la fin des années 2000. Ça, c'est un point important, d'où la montée de ce discours populiste qui oppose l'écologie et le peuple, et qui aujourd'hui a le vent en poupe. Voilà. Enfin, je voulais terminer cette petite présentation du cours en rappelant que on a beaucoup dit que, au fond, l'écologie était une question générationnelle, les jeunes contre les vieux, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est bien au-delà de ça et que, compte tenu de l'ampleur des catastrophes, compte tenu de l'ampleur de la visibilité des dérèglements, on est dans quelque chose qui concerne chacun d'entre nous, même si, lorsqu'on est jeune, on vivra toute sa vie au temps du dérèglement climatique, l'enjeu de responsabilité, évidemment, est bien au-delà de la question générationnelle, euh, et notamment parce que, on va en parler tout à l'heure, mais sur la question du Nord et du Sud, on voit bien que les pays du Sud sont aujourd'hui massivement frappés. Vous savez, le Pakistan, par exemple, qui est un pays de 240 millions d'habitants, est le grand pays le plus sensible à ces questions de dérèglement climatique. Vous vous rappelez des inondations à répétition, des milliers de morts, des millions de déplacés. On est aujourd'hui dans quelque chose où l'injustice climatique est en train de miner la possibilité d'une démocratie planétaire parce que les pays du Sud ne croient plus que les pays du Nord vont pratiquer la justice climatique. Et puis, il y a un enjeu d'accès et de partage des connaissances fondamentales à l'échelle européenne. Par exemple, nous savons parfaitement documenter l'ampleur des dérèglements en cours. Comment est-ce qu'on peut partager ces connaissances et la manière dont ces connaissances peuvent être utilisées pour l'action avec l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui touchés, touchés mortellement par ces dégradations que nous vivons. Voilà, je crois qu'on peut maintenant comment dirais-je, entrer dans le vif du sujet sur ce webinaire. Il y a quatre parties. Tout ça est très arbitraire, mais enfin, c'est la situation, c'est l'expliquer, c'est résister, et puis des perspectives. Et Juliette, n'hésitez pas à me dire si je suis trop longue pour me rappeler à l'ordre, de façon à ce que nous gardions bien le temps de la discussion, Parfait, tout parce va très que, bien pour le moment. bon, alors si tout va très bien, parfait. Euh, donc allons-y pour la situation, si vous voulez bien. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous connaissez parfaitement les chiffres, mais ce qui est frappant pour moi, c'est surtout l'enchaînement, c'est-à-dire que chaque année est l'année la plus chaude qui a été jamais mesurée. Donc, ce qu'on constate,
c'est une accélération. Philip Biwix vient de réaliser, que vous connaissez sans doute, qui avait écrit L'âge des low-tech il y a une dizaine d'années dans la collection L'Anthropocène au seuil, qui donc a développé sur cette façon dont, sur la décroissance, sur la façon dont il fallait aujourd'hui cesser de penser que l'économie circulaire permettrait à elle seule de lutter contre ce qui nous arrive. Philippe Biwix vient de réaliser cette bande dessinée où il explique qu'est-ce que c'est qu'une fonction exponentielle. Et au fond, aujourd'hui, on est en train de vivre cette fonction exponentielle en vrai, hein, à travers cette multiplication, des années les plus chaudes qu'on ait jamais constatées. Le GIEC, dans son dernier rapport de 2023, l'avait déjà dit, mais le vivre est différent, et ça me semble être un point essentiel. Après, j'ai choisi de montrer une inondation aux États-Unis, parce que je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que les États-Unis vivent cette contradiction de manière encore plus intense que nous, c'est-à-dire que c'est le pays où il y a eu parmi les plus de déplacés à cause des catastrophes climatiques aujourd'hui, dans les derniers chiffres de 2024 qui ont été donnés, 11 millions de déplacés, je crois, et en même temps, ils vivent le Trumpisme. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à mesure que la catastrophe se rapproche, le déni se rapproche aussi, ou plutôt, il se vit électoralement. Et ça, c'est un point qui me semble très important. Alors, vous savez, les rapports du GIEC, qui sont en fait devenus notre boussole, ils mettent 5 ans à être élaborés, à faire cette espèce de synthèse de tous les travaux qui sont menés à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, on en est au point d'accélération où il y a aussi beaucoup de personnes qui demandent qu'il y ait une accélération des rapports du GIEC de façon à documenter chaque année, en fait, cette accélération que nous vivons, de façon à ce que les scientifiques, les chercheurs prennent un rôle de plus en plus actif pour être en quelque sorte les rappels physiques, les incarnations de la mauvaise conscience et de la nécessité à agir. On peut passer au deuxième slide. Alors, je l'ai évoqué depuis 5 minutes, mais ce retour en force du climato-scepticisme, c'est quelque chose qui nous marque et il ne faut pas imaginer que c'est seulement quelque chose qui est propre aux États-Unis. Alors bon, évidemment, le slogan Drill, baby, baby drill, ça c'est le point. Enfin, ce qui est intéressant lorsqu'on parle de récit, peut-être qu'on aura une discussion là-dessus, à partir notamment de ce romanesque écologique sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais aussi du récit politique qui est devant nous, c'est que plus c'est gros, plus on a l'impression que ça va passer. C'est-à-dire que le déni, il est aujourd'hui incarné par des slogans qui relèvent d'une approche digne de Don't Look Up. On est dans, enfin, je pense que on sait bien, Donald Trump, c'est quelqu'un qui a émergé plus que comme entrepreneur de la télé-réalité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se construit devant nous, c'est un spectacle du climato-scepticisme et le contre-récit de tout ce qui avait été dit autour du GIEC, autour des mobilisations climatiques de la jeunesse à la fin des années 2010, etc. Et ce qui est intéressant aussi, vous le voyez dans cette image, c'est que ça se construit autour d'un nationalisme. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que démocratie et écologie, c'est d'une certaine façon, c'est pas renoncer à l'État-nation, mais c'est évidemment envisager l'État-nation comme on envisage l'être humain dans un écosystème, envisager l'État-nation dans un écosystème institutionnel autour de l'Europe pour nous, de la démocratie planétaire, du local, etc. Et on voit bien que le discours du climato-scepticisme se construit autour d'un État-nation et d'une conception de la puissance à la testostérone, et qu'il faut y opposer évidemment une contre-culture politique, mais qui, parce qu'elle est coopérative, parce qu'elle est anticoncurrentielle, parce qu'elle repose aussi sur l'idée de partager un récit de la complexité des savoirs et d'associer un jeu d'acteurs autour de la politique qui n'est pas le jeu d'acteurs stricto sensu des élus, est un jeu politique beaucoup plus difficile à construire. Ça, c'est un point qui me semble essentiel. Enfin, je voudrais, sur les États-Unis, vous rappeler qu'en 2016, lorsque Donald Trump décide de sortir de l'accord de Paris, il y a toute une série d'États, notamment au premier chef la Californie, mais aussi des entrepreneurs, des citoyens, des associations, des ONG, qui vont organiser un contre-récit écologique. Et à partir de là, d'une certaine façon, la sortie de l'accord de Paris des États-Unis, ça n'a pas été la catastrophe qu'on aurait pu imaginer. Mais c'est pour cela que le deuxième mandat de Donald Trump est beaucoup plus inquiétant et angoissant. D'abord parce que les dérèglements
se sont accentuées, et ensuite parce que la conflictualité est beaucoup plus forte. Vous avez certainement suivi le discours de Galvin Newsom, le gouverneur de la Californie, un discours absolument remarquable. Vous avez suivi ce qui est en train de se passer à Los Angeles. Et au fond, ce qu'on y voit, c'est qu'évidemment, il y a là-dedans quelque chose de l'ordre d'un antagonisme politique entre l'anti-MAGA, l'anti-Amérique MAGA et l'Amérique MAGA, mais il y a aussi évidemment là-dedans cette Amérique climato-sceptique contre une Amérique pro-climat et qui essaye d'organiser en plus la possibilité d'avoir un récit qui soit un récit qui articule le fait qu'on a la quatrième puissance économique mondiale et la quatrième puissance économique mondiale qui en même temps est à la pointe du combat climatique contre Donald Trump. Donc ça, c'est quelque chose qui, entre ce premier et ce deuxième mandat de Donald Trump, l'antagonisme beaucoup plus fort, c'est aussi quelque chose qui nous dit très fortement ce qu'est le climat politique, comment il a changé en 10 ans. Euh, Quid de la France? Euh, eh bien, parlons du détricotage législatif. Il y avait eu une rafale, ça on a peut-être oublié, mais pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, il y avait eu une rafale, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y avait eu énormément de lois dites lois environnementales et lois de transition écologique. Loi sur les mobilités, Convention citoyenne pour le climat, abandon de Notre-Dame-des-Landes, loi sur la question énergétique. On était dans une situation où moi j'avais été amenée, on m'avait demandé, je me rappelle encore d'un débat où on me demandait qu'est-ce que je pouvais dire du bilan d'Emmanuel Macron à la fin de son environnemental à la fin de son premier mandat. Et moi j'avais dit, on pourrait lui donner 10 simplement. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un gros risque de dégradation et de reniement. Et en fait, ce qu'on observe depuis 2022, c'est bien une accélération du détricotage qui s'est organisée, vous le voyez, vous l'avez en tête, j'imagine. Il y a la question de la rénovation thermique, il y a la question agricole autour de la fameuse loi du plomb, il y a aussi toute cette question autour de l'A69, du chantier de cette autoroute de 52 km entre Toulouse et Castres, sur lequel au fond, on n'hésite pas à faire une proposition de loi qui va à l'encontre de ce qui avait été jugé en première instance. Donc, au fond, un antagonisme entre pouvoir judiciaire et pouvoir législatif et exécutif qui pourrait, d'une certaine façon, se rapprocher en soft, hein, mais de ce qu'on observe aux États-Unis où Donald Trump n'hésite pas à bafouer les chambres et le pouvoir judiciaire. Donc on assiste à un détricotage qui n'est pas seulement un détricotage sur le contenu, qui est aussi une remise, puisqu'on parle de démocratie et écologie, une remise en cause de la séparation des pouvoirs, comme si, face à l'accélération des dérèglements, il fallait accélérer le détricotage. Donc on a quelque chose qui est absolument incompréhensible rationnellement, mais sur lequel, évidemment, nous allons nous interroger quand on va discuter. Et puis, j'ai mis cette image de François Bayrou lors de son discours de politique générale, parce que il se trouve qu'au moment où François Bayrou a prononcé ce discours, moi, j'étais à l'Assemblée nationale avec des étudiants, parce qu'on faisait une visite auprès de l'Assemblée nationale avec des étudiants avec lesquels je mène une académie politique, et on était scotchés, on était devant l'écran, et on était scotchés d'entendre le Premier ministre de la France critiquer des agents publics, les agents de l'Office français de la biodiversité. On était scotché d'entendre que la défense des agriculteurs passe par le fait de critiquer des agents de l'État qui font respecter le droit. Alors, on va parler de l'agriculture dans la suite, mais pourquoi est-ce que la défense des agriculteurs doit prendre la forme d'une attaque en règle contre l'état de droit? Ça, c'est un point sur lequel j'ai toujours pas de... enfin, non seulement j'ai pas de réponse, mais je pense que c'est quelque chose qui est une limite franchie, euh, qui est une première. Et aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on détricote les textes législatifs relatifs à l'agriculture, à la rénovation thermique, à la loi climat et résilience autour des zones à faible émission, lorsqu'on détricote ces textes, vous avez quand même un certain nombre de députés ou d'observateurs, de fins observateurs de la vie politique qui vous disent on compte sur le Conseil constitutionnel pour dire qu'il ne fallait pas le faire. Donc on est dans un moment qu'on avait déjà expérimenté sur un autre sujet, la question migratoire, dans un moment où ceux qui sont en charge de faire le droit, de voter le droit, de l'élaborer, comptent en fait sur un juge, le Conseil constitutionnel, pour les rappeler à l'ordre sur le fait qu'ils ont fait un droit qui ne correspond pas à la Constitution.
est-ce que vous imaginez combien ceci est dangereux par rapport au fonctionnement de notre démocratie? Je pense que c'est un point essentiel. Aujourd'hui, on voit bien que la critique de la norme est devenue, j'allais dire, multiquotidienne, plus que journalière. Euh, Critiquer la norme lorsqu'elle est inadaptée au réel, lorsqu'elle introduit de la complexité qui n'est pas justifiée, c'est évidemment tout à fait compréhensible. Critiquer la loi pour faire voter des lois qui sont, par certains de leurs articles, anticonstitutionnels ou qui vont contre une décision de justice, ça c'est quelque chose de différent. Et aujourd'hui, dans la critique de la norme, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est une critique qui va au-delà de l'enjeu de normes qui seraient inadaptées au réel, qui va dans la critique de l'état de droit, comme s'il y avait une double légitimité. Ceux qui ont été élus et qui ont une forme de perméabilité aux idées de l'extrême droite, contre ce qui relève du droit de la Constitution. Or, faut-il le rappeler, une démocratie qui fonctionne, c'est pas seulement une démocratie où il y a des élections, c'est une démocratie dans laquelle il y a une stabilité du droit et une manière de protéger le droit qui protège d'abord les plus faibles. On peut passer à l'explication, Juliette. Juste un petit point sur le temps, il nous reste un petit quart d'heure. Ah, Voilà. accélération. Donc, comment l'expliquer? Alors, évidemment, comment ne pas penser à la colère manifestée par les Gilets jaunes au moment de l'augmentation de l'écotaxe? Vous vous rappelez, les Gilets jaunes, c'était à l'automne 2018, avec un événement assez déclencheur qui a été une pétition qui avait été lancée sur la question de l'injustice sociale par Priscilla Ludowski qui, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec elle, elle me disait, j'avais changé de travail à l'époque et je me retrouvais à parcourir les quatre coins de la France avec ma voiture, elle habite la Seine-et-Marne, parce que je devais me former et pour cette formation, je devais donc parcourir la France. Et c'est à ce moment-là que j'ai très concrètement mesuré combien mes dépenses de transport avaient été multipliées, je ne sais si plus par deux ou par trois, parce qu'elle avait changé de travail et qu'elle utilisait davantage sa voiture. Donc c'était une observation très concrète et elle avait un niveau de revenu limité. Elle était en train de changer de travail. Elle avait engagé des frais pour mener une forme de transition professionnelle. Et donc elle lance cette pétition et elle est extrêmement surprise de voir la façon dont la pétition prend parce que d'une certaine façon, elle avait mis le doigt sur quelque chose que des millions de personnes ressentaient, mais sans pouvoir trouver dans le débat public, au sein des institutions, auprès de leurs élus, la possibilité d'en parler. Et donc cette pétition qui ensuite va donner lieu aux manifestations, les heurts avec les forces de l'ordre qu'on connaît, les violences de part et d'autre, mais beaucoup de violences policières, et cette diffusion à l'ensemble du territoire, ça c'est un point essentiel parce que personne ne l'avait vu venir au niveau du gouvernement, au niveau des assemblées, etc. En revanche, des universitaires comme Christian de Pertuis, que vous connaissez peut-être, qui est spécialiste de la fiscalité verte, avait alerté dans plusieurs articles avant le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes sur les risques qu'il y avait à mettre en place une écotaxe qui n'avait pas de compensation sociale. Et ça, c'est un point essentiel parce que ça montre deux choses. D'une part, que la colère et la prise en considération, la prise de conscience est venue du terrain, de ceux qui l'expérimentaient, mais il y avait une alerte qui avait été portée aussi par des universitaires, par des personnes qui connaissaient l'articulation entre justice sociale et questions écologiques et qui n'avaient pas été écoutées. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, on est en 2025. Comme ça a été rappelé par Juliette, moi je travaille en ce moment chez Emmaüs sur l'articulation entre justice sociale, solidarité et montée en puissance des dynamiques écologiques au sein du mouvement. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur la question de la mobilité solidaire, qui est un point sur lequel je travaille, on a plutôt régressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités locales, qui ont de réels problèmes budgétaires, ont moins les moyens de financer de la mobilité solidaire pour les personnes qui n'ont pas de voiture, pour les personnes qui dépendent des transports en commun dans la grande ruralité ou le périurbain, mais beaucoup dans la grande ruralité. Et ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où 5 ans après l'alerte, qu'est-ce que je dis, presque 6 ans, oui, 6 ans après l'alerte, 6 ans et demi après l'alerte, on est dans une situation où la réponse concrète n'existe pas. En revanche, et on peut peut-être passer à ça le suivant, en revanche, ce qui est clair, c'est que
l'anxiété de ceux qui sont élus par rapport aux enjeux de justice sociale est en train d'augmenter nettement, parce que comme les mesures adaptées n'ont pas été prises, on sait que la colère est toujours là et on sait qu'elle peut s'alimenter à des situations concrètes. Alors ensuite, je voulais parler du pacte vert, l'Europe verte sans Europe sociale. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Ursula von der Leyen, qui est toujours présidente de la Commission européenne, vous le savez, c'est son deuxième mandat, est mal élue. Et pour être élue, elle a besoin au fond d'avoir un grand projet rassembleur. Et en 2019, tout à fait l'inverse de ce qu'on a observé en 2024, on a des élections qui font nettement augmenter le groupe des écologistes au Parlement européen et le groupe Renew, qui est le groupe des macronistes, enfin des macronistes à l'échelle européenne, qui est un groupe qui est tout à fait compatible avec ce pacte vert européen. Donc elle va élaborer un pacte vert en reprenant l'idée, on le sait d'ailleurs, elle l'a assumé, en reprenant l'idée plutôt du côté des partenaires de gauche, beaucoup des Verts, des Grünen, des Verts allemands, et du côté du groupe des socialistes, des sociodémocrates. Mais ce qu'elle fait, Ursula von der Leyen, c'est qu'elle fait un pacte vert où la question sociale a été sous-estimée. Elle a été traitée en partie comme peut le faire l'Europe, puisqu'elle a les outils de redistribution au niveau des territoires, au niveau des régions qui étaient les plus impactées par la modification énergétique qui est programmée, donc cette sortie des énergies fossiles. L'Allemagne, la Roumanie, la République tchèque, la Pologne ont bénéficié d'importantes subventions pour sortir du charbon. Mais l'Europe sociale, vous le savez, c'est pas un sujet sur lequel la Commission européenne a beaucoup de pouvoir. Les questions sociales, c'est d'abord quelque chose qui relève des États. Et les fonds qui ont été mis à disposition du Pacte vert pour faire du rééquilibrage territorial en matière énergétique, ce ne sont pas des fonds qui ont été conçus en articulation avec la politique agricole commune, qui est la grande politique agricole de l'Union européenne, puisqu'elle représente un tiers de son budget commun. Et cette focalisation sur les enjeux énergétiques en laissant de côté cet enjeu agricole, c'est un problème. Et par ailleurs, c'est aussi la méthode dont on peut parler, cette méthode du haut vers le bas, la même chose qu'en France, quand on fait des politiques environnementales en partant du haut vers le bas, sans avoir d'études d'impact suffisantes, ça c'est un point essentiel. Les Gilets jaunes l'ont dit, les chercheurs l'ont dit, l'Union européenne, on ne va pas la transformer du jour au lendemain, mais elle a cette habitude de faire des directives à trois, hein, déjà il y a trois institutions, qui a le trilogue, etc. Mais faire des directives sans avoir suffisamment d'études d'impact sur les conséquences territoriales et sociales, euh, avant même que les directives aient été appliquées, puisqu'une grande partie, comme le rappelle très bien Pascal Canfin, des directives du Pacte vert n'ont pas encore été appliquées, ça a créé une anxiété dans les territoires et les choses sont beaucoup venues de l'agriculture. On peut passer au slide suivant. Oui, pourquoi est-ce que cette question agricole est devenue aussi centrale? Je trouve ça assez passionnant parce qu'encore une fois, il y a eu cette focalisation sur les enjeux énergétiques qu'on comprend très bien. C'est essentiel en termes d'atténuation des gaz à effet de serre, mais l'agriculture, c'est le sujet sur lequel se rencontre la question sociale, la question économique et la question écologique. C'est aussi le sujet sur lequel se rencontre euh, l'enjeu vital de l'alimentation et les enjeux les plus macroéconomiques, les enjeux de commerce à l'échelle mondiale. Puisque vous le savez, nous avons construit l'Union européenne à partir notamment de cette politique agricole commune, mais avec une agriculture fortement exportatrice et productrice, que la France, dans cette Union européenne, est la principale puissance agricole de l'Union européenne, et que à partir du moment où on commence à discuter de la révision de la politique agricole commune en 2022-2023, à partir du moment où on entre dans cette dernière ligne droite de discussion autour de la réforme de la PAC, c'est là que déjà on voit que le pacte vert va dérailler, c'est-à-dire que on va adopter une politique agricole commune qui laisse nettement de côté tout ce qui pourrait être une transformation verte. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que s'esquisse une modification des alliances politiques entre le PPE et les conservateurs à l'échelle européenne, qui jusqu'à présent ces deux, qui étaient sûrs, Ursula von der Leyen, pouvaient considérer que le pacte vert était quelque chose qui correspondait à leur programme. À partir du moment où la question agricole
va être posée. À partir du moment où l'extrême droite va nettement progresser dans ses résultats électoraux en juin 2024, à partir de ce moment-là, le PPE, qui est le principal parti à l'échelle du Parlement européen, va effectuer un changement, devenir, étant un parti pivot, va effectuer en fait des alliances à géométrie variable et ne pas hésiter à pratiquer des alliances avec l'extrême droite lorsqu'il s'agit d'amoindrir tout ce qui est modification sur la biodiversité, la nature et la déforestation importée par exemple. Et ce que je trouve aussi très intéressant par rapport à cette question agricole, c'est que c'est aussi du côté des ONG, avec le très grand succès des soulèvements de la terre, euh, un sujet sur lequel les mobilisations climatiques, qui après tout le succès des années 2000, 2015-2020 ont connu une sorte de trou d'air, les soulèvements de la terre marquent une sorte de conjonction entre cette question agricole remise au centre du jeu alors qu'on ne pensait qu'à la question énergétique, parce que d'une certaine manière, c'est aussi la mise en œuvre de cette expression de comment atterrir de Bruno Latour, la question du sol, la question très concrète de ce que nous faisons à la nature, et donc l'envie non plus seulement d'être dans le langage, mais de ressentir les choses, et avec une conflictualité assumée, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le premier et le deuxième mandat de Trump. On n'est plus du tout dans un affrontement à fleurs et mouchetés. On est dans quelque chose où l'enjeu vital de l'accélération oblige à se poser la question vitale des moyens d'action et aussi de la lutte contre des institutions qui apparaissent aujourd'hui très en arrière de la main par rapport à leurs propres engagements. Juliette, rappelez-moi à l'ordre, et puis de toute façon, même si j'ai pas terminé les slides, on commencera la Oui. discussion. Il nous reste, on peut tirer encore 10 minutes pour qu'on ait au moins D'accord. une demi-heure de questions-réponses. Alors évidemment, les soulèvements de la terre, ce qui est très intéressant, c'est que il y a, par rapport à ce que je disais sur les citoyens et la question des scientifiques, des chercheurs, il y a une conjonction et des jeunes et des moins jeunes. Il y a une conjonction entre eux. Je veux dire, c'est une alliance inédite. On a Philippe Descola, on a des jeunes engagés, on a des agriculteurs, on a des affrontements qui euh, ne sont pas sans évoquer les affrontements qu'il y a eu dans les années 70 autour du Larzac ou autour des centrales nucléaires. Et puis, on a eu immédiatement un affrontement dans le vocabulaire, puisque vous vous rappelez de Gérald Darmanin qualifiant les soulèvements de la terre d'éco-terroristes, de mouvements éco-terroristes. Vous vous rappelez de Valérie Masson-Delmotte, qui est une grande figure de cet engagement des chercheurs qui s'est demandé s'il fallait qu'elle reste au soulèvement de la terre ou pas, compte tenu de cette question de l'usage de la violence. Ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir dans la discussion, avec cette question de qui pratique la violence, que se passe-t-il exactement, qu'est-ce que nous sommes en train d'organiser comme absence d'avenir en refusant d'accélérer les dynamiques de transformation écologique, mais aussi, question posée au soulèvement de la Terre, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de rester dans une culture de la non-violence qui a toujours été centrale au sein des mouvements écologistes. Je rappelle le philosophe Lanza del Vasto, j'en parle dans le cours, dans les années 1970, installé au plateau du Larzac, et qui en même temps n'était pas une non-violence, qui était plutôt à l'époque porteuse d'efficacité. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les moyens de l'efficacité? Au fond, c'est ça la question qui nous est posée à tous. Peut-être passer au slide après. Alors, comment résister? Moi, je voulais insister, c'est une de mes grandes obsessions. Vous savez, j'ai une formation au départ de haut fonctionnaire, je viens du ministère de l'économie, et puis progressivement, j'ai eu l'impression de glisser dans mon parcours personnel plutôt du côté des contre-pouvoirs, mais pour autant, j'ai une affection pour les institutions et pour ceux qui, à l'intérieur des institutions, continuent à porter un haut niveau d'ambition, même si l'un des enjeux importants, c'est qu'ils sont dans une position d'exécution et non pas dans une position d'interpellation ou de possibilité de faire le pas de côté nécessaire lorsqu'ils obéissent à des politiques dont une partie ont en tout cas perdu la tête sur les enjeux écologiques. Donc je pense qu'il faut évidemment euh, continuer l'activisme, c'est un point essentiel. Je pense que l'activisme est important.
en se posant encore une fois la question peut-être d'imaginer, quand on a cette culture de la minorité active, imaginer comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible, comment est-ce qu'on peut le plus convaincre l'opinion publique, et pas seulement, c'est pas se faire plaisir, mais en tout cas, ne pas seulement rester dans l'entre-soi. Aujourd'hui, la question de la conquête de l'opinion publique me semble être un élément essentiel. Ça n'a pas toujours été le cas dans le cadre des luttes écologiques. Ensuite, je voulais rappeler qu'au sein de l'État, et au sein des institutions, un certain nombre de vigies et de lanceurs d'alerte existent et portent aujourd'hui des combats, des dynamiques qui sont très positives. Alors, vous vous rappelez, le Haut Conseil pour le climat, il a été créé en novembre 2018. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, dans un discours intéressant, dit au fond il faudrait trouver les voies d'une écologie populaire et donc il lance le grand débat national qui sera tout sauf un exercice de débat populaire, mais en tout cas, voilà. Et il crée le Haut Conseil pour le climat avec l'idée au fond qu'il fallait être sur deux pieds, du côté des chercheurs, du côté des experts, de ceux qui vont dire les choses dans une vision de long terme, et puis du côté du débat. Moi, je suis assez d'accord avec ces deux principes, même si je pense que leur mise en œuvre, évidemment, a péché. Mais aujourd'hui, le Haut Conseil pour le climat, rappelez-vous, en janvier 2024, en moment où Gabriel Attal devient Premier ministre et se trouve confronté à la fronde des agriculteurs, c'est le moment où le Haut Conseil pour le climat sort un rapport très intéressant sur les questions agricoles et où il nous dit il faut transformer complètement le modèle agricole français, il tue la biodiversité. Aujourd'hui, l'état des sols est très mauvais, y compris si vous voulez avoir une agriculture productive, il faut arrêter d'utiliser autant de pesticides et d'engrais. Et je trouve que ce moment est incroyable, c'est-à-dire c'est comme se trouver face justement à Don't Look Up, c'est-à-dire vous avez une instance publique qui vous dit un truc qui est l'inverse de ce que va faire le Premier ministre. Et donc c'est ça aujourd'hui auquel on est confronté, c'est-à-dire à un État, des institutions qui n'ont plus, qui n'ont plus d'une certaine manière cette vision d'ensemble et où ce qui l'emporte, c'est un court-termisme politique. Alors je vois qu'il faut que j'accélère. Je voulais aussi rappeler que les procès climatiques qui ont eu lieu à l'initiative d'un certain nombre d'ONG, Notre Affaire à tous ou la commune de Grande-Synthe, ont été, personne ne s'attendait au moment de ces procès climatiques à ce que le Conseil d'État et le tribunal administratif de Paris condamnent l'État à respecter l'accord de Paris et la stratégie nationale bas carbone. Et on a assisté dans ces procès climatiques à quelque chose de très intéressant. Il y avait d'un côté le gouvernement qui faisait appel au Boston Consulting Group pour dire que oui, il a atteigné ses objectifs. Et de l'autre côté, vous aviez les ONG qui faisaient appel à Carbone 4 pour montrer que les choses n'étaient pas atteintes. Donc on voit aussi que il y avait là-dedans la capacité à faire de la contre-expertise, et ça c'est un point essentiel. L'activisme c'est bien, mais la contre-expertise c'est encore mieux, ou en tout cas c'est très complémentaire. Il faut documenter aussi les choses, et ce que fait Carbone 4, ce que fait Jean-Marc Jancovici, ce qu'on fait à la Fabrique écologique, toute cette documentation fondée et argumentée, elle est essentielle pour convaincre l'opinion publique. Alors, lié enjeux sociaux et environnementaux, bon, j'ai voulu prendre on le dit de plus en plus dans nos pays développés, mais je voulais, par ces deux images assez chocs, vous rappeler que c'est d'abord un point aussi de solidarité entre le Nord et le Sud. Vous savez qu'aura lieu à la fin de cette année la COP 30 à Belém, au Brésil. Le Brésil, c'est comme le Pakistan, un des pays les plus touchés par les questions de catastrophes environnementales. C'est évidemment la déforestation de l'Amazonie, etc. Donc on est dans une situation où il y a pas de choix. Je veux dire. On doit lier les questions sociales et environnementales. C'est à la fois un enjeu financier lorsqu'il s'agit pour les pays du Nord d'affronter leurs responsabilités historiques sur le plan écologique, mais c'est aussi dans notre pays imaginer une autre fiscalité de façon à pouvoir financer les investissements écologiques. Ça, je voulais dire un point là-dessus, parce que vous savez qu'on est en plein débat sur la taxe Zuckman, et vous vous rappelez que Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz ont, en 2023, fait un rapport qui a été très commenté, très observé, parce que il disait qu'il fallait mobiliser chaque année 68 milliards d'euros en France pour, en fond, mener à bien la transition écologique et qu'il fallait organiser une forme de planification à 30 ans de nos finances publiques. Lorsqu'ils disent ça,
Jean Pisani-Ferry, a été l'architecte du programme économique d'Emmanuel Macron et qui vient de signer avec Olivier Blanchard, qui a été chief économiste du FMI, une tribune dans Le Monde avec Gabriel Zucman, nous dit ce qu'il faut, c'est organiser une fiscalité différente. Parce qu'on ne peut pas se contenter de réduire le déficit budgétaire, il faut aussi pouvoir investir pour l'avenir. On n'a pas le droit de dire pendant 3, 4 ans, on réduit le déficit budgétaire et ensuite on passe à la transition écologique. On n'a pas le droit de faire ça. Et donc on est dans une situation où aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que le débat sur les questions écologiques, sur la transition, est en train d'être un débat qui percute la possibilité d'être créatif en matière de fiscalité, qui va contre l'idée de faire de la transition écologique à coût constant, qui va contre l'idée que nous avons aujourd'hui une fiscalité qui permet d'assurer la transition écologique. Et non, on est dans une situation où le débat s'est déplacé pas seulement sur la confrontation sur le terrain, mais aussi sur la confrontation théorique, y compris avec des personnes qui font partie, j'allais dire, des personnes raisonnables. Vous savez ce qu'est la taxe Zuckman, c'est pour ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, être taxés à 2%, ça leur permettrait de continuer à augmenter leur patrimoine, mais ça permettrait aussi de financer la transition écologique et par ailleurs les dépenses de défense. Mais ce qui est intéressant, c'est que des économistes responsables, raisonnables du FMI comme Olivier Blanchard nous disent la transition verte, c'est la priorité totale et c'est aussi ce que dit Jean Pisani-Ferry. On peut commencer le débat, Juliette, mais je voulais revenir évidemment sur la Convention citoyenne pour le climat. Peut-être après, on commencera la discussion. Pourquoi? Parce que je trouve que euh, cette Convention citoyenne, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en retient? On en retient que ça a été un ratage législatif parce qu'ensuite, par rapport à l'ampleur des propositions qui avaient été faites par les conventionnels, vous savez, les 149 propositions, la loi climat et résilience a déçu en partie, et surtout que la mesure phare aujourd'hui de cette loi climat et résilience, qui était le zéro artificialisation nette, est en train d'être détricotée férocement, notamment par le Sénat. Mais je crois qu'il faut se rappeler aussi de ce qui s'est passé au départ à la Convention citoyenne pour le climat, de rappeler les bonnes choses et aussi pourquoi, dans les limites de ce qui est arrivé ensuite, on peut trouver également des éléments d'espoir. Pourquoi? D'abord parce que à la Fabrique écologique, on a beaucoup vu Mélanie Cognier, que vous connaissez peut-être, qui a été la conventionnelle à l'origine de la création de l'association des 150. Mélanie Cognier, elle m'avait raconté comment elle a été contactée. Elle a reçu un SMS sur son téléphone pour lui dire, voilà, vous avez été tirée au sort. Elle habitait la Sarthe, un petit village, et elle travaillait dans le secteur social. Vous avez été tirée au sort pour être membre de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous acceptez? Elle me dit, dans ma famille, ils m'ont dit, mais c'est un canular. Elle me dit, mais non, moi j'y ai cru. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, de toute façon, si on me demandait mon avis, j'y aurais été, que ce soit sur l'écologie ou sur autre chose. Donc c'était un élan, une aspiration démocratique. On me demandait mon avis. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez certainement eu l'occasion de discuter avec un certain nombre des experts, des chercheurs qui ont été sollicités pour venir parler conventionnel. Moi, j'avais beaucoup discuté avec Valérie Cabanès, qui porte la notion d'écocide, et elle m'a raconté comment, bon, elle avait une audition qui était prévue, une audition officielle devant les conventionnels, mais un certain nombre d'entre eux lui ont demandé de revenir, et elle est revenue parce que la notion d'écocide les avait passionnés. C'est-à-dire que c'était un concept qui, au fond, dans leur esprit, rendait compte de cette question d'inclure la nature au sein des enjeux politiques, d'en faire un objet politique, et d'inclure les enjeux de justice aussi dans la démocratie. À mon sens, la démocratie écologique, c'est une démocratie dans laquelle on active les enjeux de responsabilité et de justice différemment d'une démocratie qui laisserait de côté les impacts écologiques. Donc cet élément d'installation d'un lien entre les citoyens et les chercheurs, il a existé dans le cadre de la Convention. Et pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été parfaites? C'est loin de là. Parce que, me semble-t-il, la Convention a été beaucoup trop conçue comme une forme de bulle temporelle, sans, vous savez, y associer les parlementaires. Ça, c'est un point problématique parce que je crois que les parlementaires avaient de leur côté besoin, en tout cas pour certains, d'être convaincus que les citoyens n'étaient pas seulement réservés par rapport aux questions écologiques, mais qu'ils étaient prêts à faire non pas des efforts, mais à élaborer ensemble un engagement collectif
pourvu qu'il soit juste, et que les parlementaires, aujourd'hui, d'une certaine manière, craignent trop les citoyens sur les enjeux écologiques à cause de la façon dont on n'a pas répondu au moment des Gilets jaunes et dont on a laissé cette chose, d'une certaine façon, pourrir la démocratie, le lien entre démocratie et écologie. Et puis, un autre élément sur lequel, à mon sens, il aurait fallu améliorer la Convention citoyenne, mais faire quelque chose, c'est toujours, quand on fait une initiative pionnière, il faut évidemment toujours l'améliorer, c'était certainement sur le fait d'associer les questions écologiques et les questions sociales et économiques. Les conventionnels n'ont pas été placés devant la question des investissements, devant la question des équilibres budgétaires, devant les questions de fiscalité. Ils n'ont pas eu à réfléchir, par exemple, sur la taxe Zuckman. Je dis ça en riant, mais comment peut-on imaginer, si on veut que les citoyens réfléchissent, de les priver de la possibilité de réfléchir à la mise en œuvre de ce qu'ils préconisent? C'est un des points essentiels, là encore, qui explique pourquoi les lois écologiques sont détricotées, c'est l'absence d'études d'impact correctes de terrain sur les effets sociaux et économiques. Voilà, on peut peut-être là-dessus entamer Oui, le débat, Juliette, si... parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation absolument passionnante. Je vous propose, il nous reste une demi-heure de passer au temps de questions-réponses. Alors, pour ouvrir ce temps de questions-réponses, je fais une petite annonce officieuse qui est que nous avons donc la chance parmi les personnes présentes d'avoir nos élèves les plus assidus. Et je propose à ces élèves qui commencent à se structurer au sein d'un bureau des élèves de prendre la parole en priorité s'ils le souhaitent. Est-ce que, notamment Olivier, tu m'avais fait part d'une question, tu souhaites toujours la poser? Et tu peux ouvrir ton Ouais. micro. Oui, bonjour. Oui, moi j'aimerais bien toujours la poser, même si elle est peut-être un petit peu trop générale par rapport au sujet qui a été évoqué aujourd'hui. Déjà, je voulais remercier aussi Lucille pour son cours qui est super et que j'ai apprécié suivre l'année dernière. Euh, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un parti aujourd'hui, qu'il soit petit ou grand, qui représente mieux les différentes transitions auxquelles on devra, enfin, vers lesquelles on devra tendre demain? Je sais que normalement c'est un sujet qui devrait être transparti et qui devrait être pris en compte dans tous les mouvements politiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui représente mieux ce besoin de transition? Et merci de cette question que j'aime beaucoup. Euh, alors, moi, je vous invite à lire un petit bouquin qu'on avait écrit avec la philosophe Catherine Larère, qui s'appelle L'écologie et politique avec un point d'exclamation, et dans lequel on expliquait effectivement que l'une des difficultés pour les partis politiques, et notamment pour le parti Les Verts, moi je dirais sans hésiter que c'est sans doute les Verts qui représentent le mieux quand même la sensibilité environnementale, hein. Mais l'une des difficultés, c'est que le champ du programme des partis et le champ, les nouveaux objets politiques, en fait, dont je parlais au début du cours, sur la nature, considérer, vous savez, donner la personnalité morale à un fleuve, tout ça semble quand même assez perché par rapport à la façon dont on fait campagne lorsqu'on veut gagner une élection. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rappeler des débats qui ont agité, je crois que j'en parle dans le cours, les Verts, enfin avant la création des Verts, qui s'est faite seulement en 1984. Il y a eu il y a eu plus d'une décennie en fait de lutte environnementale menée sur le terrain en Bretagne, dans les sites où il y avait des centrales nucléaires, dans les grandes villes aussi. Il faut se rappeler que Paris, c'est à Paris qu'a été portée la campagne de René Dumont en 1974, et notamment à l'époque, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais beaucoup avec l'engagement des journalistes, par exemple, du Nouvel Observateur. Donc il y avait déjà cette espèce de résonance autour de l'idée que l'écologie, lorsqu'elle est politique, échappe au champ partisan stricto sensu. Après, on ne va pas dire qu'il ne faut pas de parti politique qui porte ces enjeux, mais certainement que la relation avec la société, la relation avec le monde de la recherche, avec le monde des médias, doit être beaucoup plus consubstantielle que sur d'autres objets politiques. Ça, c'est un point qui me semble important. Euh, Pourquoi est-ce que je dis sans contexte les Verts? Non pas parce que
Alors, je l'ai dit, moi, j'ai appartenu aux Verts, j'ai fait partie de leur bureau exécutif et j'avais quitté le Parti socialiste pour aller chez les Verts. J'ai aussi brièvement appartenu au parti de Delphine Bateau dans le cadre d'une liste qu'on avait lancée qui s'appelait Urgence Écologie en 2019 aux élections européennes. Ça donne l'impression que je suis une grande transhumante en fait des partis politiques, mais c'est pas le cas. En fait, c'est juste parce que j'ai cherché, ça rejoint votre question, j'ai Mm. cherché en fait le lieu où j'allais pouvoir euh, trouver la meilleure résonance par rapport à mes convictions, qui sont fortes et que je porte de longue date. Et le fait que je n'y sois pas restée montre peut-être que je suis trop perfectionniste. Je pense pas, mais je pense que ce qui m'a un peu repoussée, c'était que dans un parti politique, qu'on le veuille ou non, les choses sont en fait organisées autour de l'élection. Il faut avoir des élus pour pouvoir être dans un rapport de force institutionnel. Et lorsque vous organisez beaucoup les choses autour de l'élection, ça conduit d'une manière ou d'une autre à ne pas donner, me semble-t-il, suffisamment de temps à cette question du contenu, à cette question du projet, etc. En revanche, c'est peut-être chez les Verts que j'ai trouvé les personnes, les personnalités qui connaissaient le mieux les enjeux. Ça ne Mm. signifiait pas pour autant que dans la dynamique partisane organisée autour de l'élection, ces personnes allaient trouver une place fondamentale. Et ça, c'est un point, mais vous pouvez... euh, nous, quand on a créé la Fabrique écologique, par exemple, en 2013, on a créé ça en disant on va faire une approche transpartisane, justement. Ça, c'est dans nos statuts. Et notre idée, c'était qu'au fond, dans aucun parti politique, on avait la possibilité de faire émerger ces personnalités qui portent de longue date ces sujets. Par exemple, Chantal Joanneau, qui vient de la droite, et qui, voilà, quand elle a quitté la Commission nationale du débat public, dont je rappelle qu'aujourd'hui un certain nombre de dingues voudraient la supprimer, euh, elle a, elle nous a donné des entretiens qui montraient une très forte connaissance des politiques environnementales et des convictions fortes sur l'écologie politique. Mais ces personnes, en général, n'ont pas trouvé leur place dans les appareils partisans, ça je voudrais le Mm. rappeler. Mm. Et le problème, c'est au fond qu'il faut qu'on puisse associer aussi ceux qui sont bons dans les partis politiques, comme ceux qui sont bons dans les institutions, à des personnes qui aient plus de liberté de parole, d'une certaine manière, des lanceurs d'alerte. Et que donc on s'habitue peut-être, mais on n'est pas non plus comme des pieuvres à avoir je ne sais pas combien de bras, mais à être dans plusieurs endroits à la fois. C'est-à-dire que si vous voulez faire vraiment de l'écologie politique, vous devez sans doute vous inscrire dans un parti qui se dit écologiste et regarder les personnes avec lesquelles vous allez militer. Vous devez être très concret. Mm. Regardez le groupe dans lequel vous allez vous inscrire. Ne pensez pas que vous allez vous inscrire sous un label, une étiquette, je sais pas quoi. C'est important de regarder avec qui vous allez être. Et il faut aussi que vous gardiez votre liberté pour vous, dans votre entreprise, où que vous soyez. Ça, c'est un point qui me semble important. Faire évoluer la manière dont chacun conçoit sa relation à l'écologie. Il faut lui donner un caractère central. Moi, j'ai eu une discussion avec des jeunes, et régulièrement j'en ai avec des jeunes fonctionnaires ou des jeunes qui veulent passer les concours, qui me disent, est-ce qu'il faut, si on est écologiste, aller aujourd'hui dans les institutions? Moi, je leur dis, ben, Mm. allez-y. Simplement, gardez votre liberté. C'est-à-dire que si ça commence, ne pensez pas que vous allez faire carrière pendant 30 ans dans l'État. Si à un moment, il faut que vous sachiez ce qui l'emporte chez vous, c'est votre conviction écologique, allez-y. Apprenez à connaître les outils, soyez dans un niveau professionnel qui est exigeant, mais gardez votre liberté pour vous dire que vous irez ailleurs si vous pensez qu'ailleurs vous serez plus efficace. Donc, si vous allez dans un parti politique, vous pouvez tester. Vous n'aurez pas à craindre. Moi, j'ai vécu ça. On m'a beaucoup qualifié de elle va là, puis elle va là par ambition. Pas du tout. Alors, ça se voit. J'ai pas tellement réussi sur le plan politique. Euh, mais gardez votre liberté pour pouvoir être efficace sur la question écologique. Euh, et peut-être que, par exemple, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais l'initiative Labo 1.5, initiative lancée par de jeunes chercheurs et des moins jeunes d'ailleurs, qui veulent faire en sorte que leur labo de recherche respecte le scénario 1,5 degré de l'accord de Paris. C'est une initiative très intéressante qu'il faudrait davantage faire connaître sur le plan politique. Est-ce qu'on ne doit pas faire aussi connaître des gens qui ont un combat politique et qui ne sont pas assez dans le débat public? Je vous propose Merci beaucoup. une question qui a été posée par David dans le chat qui est en lien avec cette question. C'est la question plus globalement de la communication.
Un des enjeux de votre propos, c'était aussi de montrer à quel point l'écologie était déconnectée du terrain. Et donc, David conseille des candidats aux élections municipales en ce moment, en portant le triple engagement social, écologique et démocratique. Comment parler d'écologie pendant les campagnes et surtout comment traduire les enjeux en conséquences directes et immédiates sur la qualité de vie. Alors, la question de David, moi, je la ressens beaucoup dans ma mission Emmaüs, par exemple. On a organisé chez Emmaüs 3 conventions citoyennes sur le thème solidarité et écologie. Et il faut que tout le monde ne sait pas forcément qui sont les personnes accueillies chez Emmaüs. Il y avait à la fois des responsables qui accueillent et des personnes accueillies. Et ce sont souvent des salariés en insertion. Beaucoup sont étrangers dans les personnes accueillies. Certains sont sans papier. Et en tout cas, la maîtrise de la langue française peut être un sujet et on est loin de l'écologie technocratique et de l'écologie des directives du pacte vert et des lois. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, on a demandé dans ces conventions citoyennes aux personnes de s'exprimer et sur un certain nombre de thèmes très pratiques. Le premier thème, c'était le cadre de vie. Le deuxième thème, c'était les éco-gestes. Le troisième thème, c'était l'activité professionnelle. Et le quatrième thème, c'était la relation à la nature, à l'agriculture et à l'alimentation. Donc avec ces 4 entrées, qui peuvent, à mon avis, s'appliquer aussi en campagne électorale, on demandait un petit peu aux personnes, dans leur pratique, comment est-ce qu'elles avaient des engagements, comment dirais-je, peut-être pour être plus sobre, enfin en tout cas, le terme d'écologie ne leur disait pas forcément quelque chose, il leur apparaissait à la fois parfois repoussant et complexe et abstrait. Donc dans une campagne électorale, parler d'écologie sans forcément employer tout de suite le terme écologie, et en tout cas en repartant des pratiques quotidiennes, ça me semble un point important, et moi je trouve que l'entrée alimentation et l'entrée santé-environnement est une entrée qui parle à tous. D'autant plus qu'aujourd'hui, cet enjeu de pollution, cet enjeu de malbouffe, cet enjeu de mal logement, il est très essentiel. Alors, je ne sais pas où sont les candidats, David, que vous aidez. Et évidemment, c'est très différent si c'est en zone rurale, en zone périurbaine ou dans une grande métropole. Mais à l'évidence, euh, l'enjeu agriculture, nature, alimentation me semble être un point, et santé et environnement me semble être un point essentiel. Euh, Ensuite, comment est-ce qu'on peut rattacher ça d'une manière ou d'une autre à l'activité professionnelle? C'était aussi un point très important dans nos conventions citoyennes. Et en revanche, les éco-gestes, je tiens à vous le dire, c'était un bide total parce que selon le lieu où on habite, la culture qu'on a, ça donne le sentiment qu'on fait la morale. Et moi, j'avais beaucoup lu les contributions sur l'angle écologique dans le grand débat national. Beaucoup de gens disaient, moi, je fais mon possible à mon échelle, mais les plus gros ne font pas leur possible à leur échelle. Et parlaient beaucoup, par exemple, des grandes entreprises, etc. Donc, comment l'entrée par les gestes quotidiens peut être faite et comment vous pouvez montrer que ça améliorera la vie des personnes en termes de moindre pollution, en termes de récupération des espaces, en termes de possibilité d'accès à la nature. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le confinement de 2020, moi, j'avais un ami qui avait lancé une pétition. Sa compagne est médecin et lui, il est guide de haute montagne sur l'accès à la nature des classes populaires. Il faut se rappeler que l'accès à la nature de ceux qui sont dans les quartiers populaires est beaucoup plus difficile que ceux qui sont dans les CSP+. Donc, comment est-ce que vous abordez ça? Comment est-ce que chacun peut bénéficier de ce droit? Ça me semble être aussi un point important. Merci Lucille. Je vous propose une question de Loïc, puisqu'on s'est parlé de coopération et de créer une contre-culture politique. Loïc demande si on ne pourrait pas réfléchir à constituer un nouvel écosystème qui serait constitué d'un parti politique, d'une ONG et d'un think tank pour alimenter et conserver la diversité de la liberté de parole. Et j'ajouterais une question un peu plus large. Est-ce que vous pouvez justement définir ce que vous entendez par cette contre-culture politique, s'il y a des choses supplémentaires que vous souhaiteriez nous partager à ce sujet? Alors, je trouve ça super intéressant aussi. Aujourd'hui, dans l'écosystème politique, les grands partis politiques, vous savez, ont avec eux une fondation.
Par exemple, le Parti socialiste a la Fondation Jean Jaurès, les Verts ont la Fondation de l'écologie politique, que d'ailleurs j'avais contribué, j'avais porté sur les fonds baptismaux auprès du Conseil d'État, et c'était quand même un moment très, très intéressant. Donc, je dirais, en théorie, l'interaction entre un think tank et une fondation reconnue est organisée. Alors, les ONG, en revanche, moins, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des dialogues qui sont organisés entre les partis politiques et les ONG assez régulièrement, en tout cas les partis de gauche. Je ne pense pas que ce soit le cas avec le Rassemblement national, et j'ai le sentiment que chez les Républicains aujourd'hui, euh, ça ne doit pas être tous les jours non plus. Mais le problème là-dedans, c'est qu'au fond, ce qui serait intéressant dans ce que préconise Loïc, ce serait l'idée qu'il y ait une espèce de capacité égalitaire, paritaire, enfin en tout cas qu'on soit dans une décision commune. Alors qu'actuellement, il y a une répartition des rôles, notamment où il y a les penseurs, il y a ceux qui vont préparer les élections, et au fur et à mesure qu'on prépare de plus en plus les élections, qu'on se rapproche de la date où se tient le vote, on peut dire que les idées deviennent de plus en plus un ou deux slogans. Et puis, les ONG, moi j'aurais tendance à dire, enfin, ça complexifie l'écosystème de Loïc, mais j'aurais tendance à dire que ce serait bien d'y associer aussi des gens dans les institutions et des gens dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'observe que les entreprises engagées, et c'était dans les messages, mais on n'a pas eu le temps de le passer, la capacité d'avoir de la vision, de trouver des financements, de créer du collectif, existe chez un certain nombre d'entreprises engagées, beaucoup plus, me semble-t-il, que dans les ministères. Et donc ça, c'est un point qui me semble également important, même si, je tiens à vous le dire, par exemple, à la Fabrique écologique, on est financé uniquement par des entreprises. Et bon, je demandais à un ami de nous rejoindre. Il m'a dit, bah, moi, ça m'ennuie que vous soyez financé par des entreprises. Je préférais que vous ayez des subventions publiques. Je dis, écoute, les subventions publiques aujourd'hui aux fondations, elles sont données à un cercle fermé et ça fait 10 ans qu'on en demande et qu'on n'en a pas. Donc, vous voyez que comment est-ce qu'on fait aussi évoluer le jeu d'acteurs, un peu comme je le disais lorsqu'on fait partie on veut aller dans un parti politique, en regardant avec qui on va travailler, pas seulement en regardant l'étiquette. Mais en tout cas, Loïc a raison, articuler, enfin faire en sorte que l'écosystème, puisque l'écologie politique ne relève pas seulement d'un parti, soit avec différents acteurs, c'est un point important. Simplement, évidemment, ça complexifie les choses parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes autour de la table, alors qu'au moment où il faut décider, euh, il faut quand même que la décision soit prise. Et donc, ça pose une question qui a jamais été vraiment tranchée du côté des écologistes, c'est la question du leadership. Leadership écologique, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne crois pas du tout en un homme ou une femme providentielle, ou présidentielle, j'allais dire. Mais qu'est-ce qu'on décide au moment où il faut trancher? Qui aura le dernier mot? C'est un point qui a trop souvent été laissé de côté. Juliette, qu'est-ce que vous m'aviez demandé en plus? Excusez-moi, j'ai oublié. De définir plus globalement ce que vous entendiez par contre-culture Oui, la politique. contre-culture. Euh, Bah, moi, j'ai écrit une note avec un ami qui préside la Fondation pour la recherche sur la biodiversité sur l'articulation, enfin, comment est-ce qu'on pourrait mettre des liens entre la recherche, par exemple, et la décision publique. Moi, je crois beaucoup en une démocratie des savoirs, et c'est pour ça que j'étais très sensible au discours de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on fait littéralement disparaître devant nous les bases de données. Et je pense qu'aujourd'hui, l'activation des bases de données, l'activation du savoir, c'est un premier point lorsqu'il s'agit d'écologie. J'ai eu une discussion très intéressante avec Cédric Villani. Je lui ai dit, mais quand tu es arrivé en politique, tu as dû avoir l'impression d'être dans un monde de... Enfin, tu étais le Huron, quoi. Et euh, quand la commission d'investiture pour les municipales à Paris, tu fais 0 voix, alors que tu es médaille Fields en maths, ça a dû être quand même un moment surréaliste. Oui, oui, ça, c'est sûr. Donc on est, vous voulez, dans une situation où il faut faire en sorte que maintenant le rôle de la recherche des savoirs soit reconnu en matière démocratique. La deuxième chose, c'est une façon différente de faire la loi. Je l'ai abordé un petit peu dans le cours, mais je suis très frappée. Moi, j'ai travaillé sur la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire au sein du ministère de l'économie. L'étude d'impact était indigente.
En revanche, pendant la discussion parlementaire, le nombre d'articles de la loi a dû être multiplié par 5 ou 6, sans étude d'impact. Comment voulez-vous ensuite que les textes ne posent pas des difficultés d'application? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de la résistance? Comment voulez-vous que sur la rénovation thermique, il n'y ait pas des problèmes? Comment voulez-vous que lorsque on conçoit le dispositif MaPrimeRénov', qui est une erreur flagrante de l'avoir suspendu, mais les difficultés d'accès à MaPrimeRénov' au départ ont été quand même très importantes. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas un refus des normes de la loi et de l'état de droit, notamment en prenant l'exemple des enjeux écologiques? Comment est-ce qu'on fait pour avoir du droit qui corresponde à la réalité? Il faut le faire différemment. Il faut travailler aujourd'hui avec les territoires, avec les élus locaux et organiser cet écosystème élus locaux, élus nationaux. C'est peut-être ça aussi tout l'enjeu. Donc, c'est bien qu'on ait en tête le jeu des acteurs et qu'on organise ces process qui permettront, comme ça a été fait par exemple sur Territoire zéro chômeur, il y avait cette proposition de loi qui venait en fait d'une expérimentation. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est évidemment d'organiser la relation entre, j'allais dire, les gestionnaires et les créatifs. Ce qui est intéressant sur la taxe Zuckman, que je reprends comme exemple, c'est les arguments contre. Confiscatoire, c'est totalement faux. Ça ne peut pas le faire parce qu'on ne l'a jamais fait. On est quand même dans un moment où, face aux immenses bouleversements qu'on vit, retrouver la créativité, retrouver la capacité à dire on essaie quelque chose qu'on n'a jamais fait est central. Et donc ça, c'est un point essentiel, alors qu'aujourd'hui, il me semble que la classe politique est essentiellement constituée de suiveurs. Enfin, un quatrième point, et moi je suis en train d'écrire là-dessus, qui est presque le principe premier. Il faudrait que ceux qui veulent être élus n'aient pas envie, ne posent pas l'idée d'être réélus, enfin que toute notre vie politique ne soit pas organisée autour de la réélection. Vous savez, le succès en politique, c'est fondé sur l'idée que on a été élu, il faut être réélu. Je dis pas qu'il faut pas être réélu. Simplement, prendre le risque de ne pas être réélu, ça fait partie en fait de la conviction écologique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est dans l'envie d'être élu, dans l'envie d'être élu pour la présidentielle ou dans l'envie d'être élu pour les municipales, qu'un certain nombre de personnes élues ou pas encore mettent l'écologie de côté. Ah ben c'est pas payant. Ah ben de toute façon on prend le risque de ne pas être élu. Donc cette question de la prise de risque, de ne pas être élu ou réélu, est un point essentiel, me semble-t-il, lorsqu'il s'agit d'organiser une autre vie démocratique articulée à l'écologie. Ça signifie que chacun d'entre nous devrait se sentir, au fond, dans une situation où il peut aller, comme je disais, il peut aller au sein de l'État, il peut se présenter à une élection, il peut organiser une liste. Il ne sera pas forcément élu, mais il doit, lorsqu'il s'organise, lorsqu'on organise des listes, avoir le niveau de résonance médiatique maximal. Il ne s'agit pas de faire des petites listes écologiques anonymes et dont personne ne s'aperçoit qu'elles existent. Il s'agit tout simplement que l'attitude des lanceurs d'alerte puisse être transposée d'une certaine façon en politique. Lorsqu'on a fait la liste urgence écologique, qui a fait un score tout à fait modeste et tout à fait confidentiel, on a eu malgré tout le sentiment que beaucoup de partis politiques à gauche et les Verts s'étaient inspirés de nos propositions et on en a été content. Merci Lucille. Alors le temps file, il nous reste 5 minutes, donc je vous propose de prendre une dernière question dans le chat. Donc je suis désolée pour tous ceux qui ont posé des questions, mais je vais sélectionner. Je vais prendre celle de Nicolas qui a été posée à l'instant sur votre point de vue sur la désinformation, la concentration des médias actuels et comment résister à ce revirement médiatique que nous sommes en train de vivre. Et je vous poserai après une dernière question. D'accord, merci Juliette. Merci Nicolas. Je crois que la question de la riposte médiatique est effectivement fondamentale. Alors moi, je suis assez mal placée pour... je vais jamais sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a un niveau de violence très grand. Mais je pense qu'il faut associer la riposte à plusieurs choses. D'abord, évidemment, il y a la riposte immédiate. Il n'est pas question de laisser dire des choses comme ça. Mais ensuite, il y a cette question de travailler avec des chercheurs et de comment est-ce qu'on fait médiation de façon à ce que le langage soit compréhensible par tous.
Et donc ça, c'est une question essentielle. Et je trouve d'ailleurs très intéressant qu'aujourd'hui, de très nombreux chercheurs, Vincent de Victor par exemple, qui fait des choses assez remarquables, qui avait dit l'écologie, c'est quitter le laboratoire. Où moi, j'avais été auditionnée par le comité d'éthique du CNRS qui voulait s'interroger sur la hiérarchie de la recherche à mener. Donc, aller sur ces nouvelles alliances entre journalistes, je veux dire, les chroniques de Stéphane Foucard sont absolument remarquables et elles sont à la fois politiques et écologiques, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe autour de l'éclairage là-dessus. Mais comment est-ce qu'on fait ensuite par rapport à la télé, en fait, enfin par rapport à, il y a la presse et puis il y a évidemment cette question de l'audiovisuel qui est un point essentiel et le sentiment qu'il y a une segmentation des mondes, quoi, entre les chaînes d'infos continues et la désinformation écologique qui déferle sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce qu'on a des personnalités, il y en a d'ailleurs, Camille Etienne ou des gens comme ça, qui incarnent cette lutte contre la désinformation écologique, mais je pense que ce qui serait essentiel, c'est aussi d'une certaine façon que des personnes qu'on attend moins puissent s'y engager. Moi, je pense notamment que les entrepreneurs, c'est un point essentiel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous explique que c'est au nom du bon sens économique et du réalisme qu'il faut détricoter la comptabilité verte, qu'il faut arrêter d'investir pour l'avenir, qu'il faut faire du court-termisme, qu'il faut pas aller trop vite dans le renoncement aux énergies fossiles. Je pense que là-dessus, des figures emblématiques du milieu économique, c'est un truc essentiel. Je pense aussi que euh, il faut qu'on identifie, peut-être que là-dessus, travailler ensemble, des personnes qui justement ont ce talent. Tout le monde ne l'a pas en fait. Chacun d'entre nous doit travailler avec son talent. Moi, j'ai absolument aucun talent sur les réseaux, ce genre de trucs. En revanche, écrire, débattre, ça, je pense qu'il faut jamais renoncer. Et par exemple, ne jamais refuser d'aller débattre, y compris avec les plus cons. Simplement se préparer. Moi, je suis pas du tout pour les mondes parallèles. Je pense que la confrontation, c'est essentiel. Et je pense qu'une des difficultés auxquelles on s'affronte aussi sur les questions écologiques, c'est que c'est à la fois une question très technique, enfin, il y a une multitude de questions techniques, une question très politique et une question sur laquelle il faut construire ces récits. Mais je ne crois pas, par exemple, au grand récit écologique. Je n'ai pas eu le temps de parler du prix du roman d'écologie, mais ce que j'observe depuis 8 ans, c'est un foisonnement incroyable de l'inspiration littéraire sur ces questions-là. Euh, et de plus en plus de sujets sur l'histoire. Par exemple, cette année, Cabane d'Abel Quentin, qui revisite le rapport Meadows de Limits to Growth en nous expliquant en fait la bifurcation manquée. C'est assez passionnant. Euh, donc, je vous réponds un peu en vrac, mais il y a un enjeu d'incarnation, il y a un enjeu de riposte immédiate et en même temps de profondeur. Il y a aussi le lien à faire entre entrepreneurs, chercheurs, citoyens et journalistes. Euh, et puis, il y a un travail d'anticipation et d'agenda. À la fabrique écologique, par exemple, moi je dis toujours qu'on n'est pas assez bon sur l'anticipation, l'agenda. Comment est-ce qu'on se met à l'agenda? Euh, Comment est-ce on anticipe le moment ou la bonne manière de faire? Parce que très souvent, dans les contre-pouvoirs, on est un peu décalé, alors qu'il va falloir euh, utiliser le système pour le braquer, en fait. Parfait. Bah justement, je voulais vous poser une dernière question sur ce prix du roman de l'écologie. Vous en avez dit quelques mots. Plus concrètement, est-ce que vous auriez des recommandations de lecture, pardon, à faire aux dernières personnes encore connectées? Merci. J'ajoute une question de Olivier qui demande si vous serez au Festival Décroissance cette année aussi. Alors, cette année, le prix du roman d'écologie a récompensé Ceux du lac de Corinne Royer, ce qui est très intéressant. Elle avait déjà concouru il y a 3 ans, je crois, pour Pleine Terre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une romancière qui écrit souvent à partir des faits divers. Là, elle écrit à partir d'un fait divers sur la Roumanie, où une famille tzigane sera expulsée du delta de Vakaresti, qui est aux portes de Bucarest. C'est un grand roman d'écologie sociale parce qu'on veut en faire une réserve naturelle. Et donc, ça pose la question de cette écologie où, au nom des bonnes intentions, comme on a pu le faire en Afrique, on expulse ceux qui vivent là, au contact de la nature et la connaissent, pour, dans ce cas précis, les mettre dans des HLM à Bucarest. Bon, donc je recommande ce roman. J'ai beaucoup aimé Abel Quentin Cabane. Et l'année dernière, j'avais beaucoup aimé Gaspard Koenig Humus, qui, vous savez, c'est un plaidoyer pour les lombrics
et pour les sols avait réussi, me semble-t-il, un roman politique réussi. J'aime pas la fin parce qu'elle est trop apocalyptique. Et puis je voudrais insister, en allant très vite, sur le fait que chaque année, on a eu pratiquement des romans québécois et qu'il y a une veine québécoise dans le roman d'écologie qui est très forte. Une année, on a eu un jeune romancier, Antoine Desjardins, qui a publié Indice des feux aux éditions de La Peuplade. C'est notre vie quotidienne au temps du dérèglement climatique. Comment la vie d'un couple est déréglée parce que euh, l'homme va être obsédé par la disparition des baleines. Il ne pense plus qu'à ça. Il ne veut plus avoir d'enfants parce qu'il n'y aura plus de baleines. Moi, j'ai adoré ce roman. J'avais aussi beaucoup aimé Mireille Gagné, également autrice québécoise, qui nous raconte, ça reprend la métamorphose de Kafka en fait. Quelqu'un dans cette société productive qui est la nôtre une jeune femme se fait greffer un gène de lièvre d'Amérique. Elle va devenir ultra productive et elle va se perdre. Et la seule manière qu'elle aura de retrouver son être, ce sera de retourner sur l'île du Saint-Laurent, l'île aux grues, et de retrouver en fait la nature et les souvenirs qu'elle avait perdus. Voilà, donc quelques conseils de lecture. Je ne serai pas au Festival de la décroissance cette année, mais Corinne Royer, j'ai organisé les choses pour que Corinne Royer y soit. Donc vous aurez la lauréate du prix du roman d'écologie qui y sera. Et elle est très engagée sur ces sujets. Quand elle avait écrit Pleine Terre il y a 3 ans, c'était sur l'affaire Jérôme Laronce, cet agriculteur qui a été tué par les gendarmes parce que, d'une certaine manière, il s'était mis en marge du système, il était détesté de la FNSEA, c'était un éleveur du Clunisois. Il y aura, je crois, aussi un autre romancier qui a écrit Malville, Emmanuel Ruben, qui est aussi un très beau roman qu'on avait sélectionné cette année, qui porte sur le Rhône et la question du nucléaire, et qui fait revivre le Rhône sauvage d'une façon absolument remarquable. Merci beaucoup, Lucille, c'était absolument passionnant. Écoutez, on vous reçoit de nouveau pour un autre webinaire avec grand plaisir, puisqu'il y avait encore plein de questions et encore plein de gens connectés. Donc, je pense que nous sommes très nombreux à vouloir poursuivre cet échange. Loïc demande quel est ce dernier livre, c'est Ah, Emmanuel Ruben, Malville. merci. Donc, je vous rappelle à toutes et à tous que vous pouvez également prolonger la réflexion en vous abonnant à Sator, puisque le cours de Lucille est disponible par abonnement. Vous pouvez également l'acheter directement sur la plateforme. Je vous enverrai un email à la suite de ce webinaire pour vous rappeler tous les liens. Et enfin, dernière information, je vous rappelle que la semaine prochaine, à la même heure, nous aurons le même type d'échange, cette fois-ci avec Charlène Descolonges, pour parler de l'avenir de l'eau. Voilà, eh bien, je vous remercie. Merci d'avoir été là également pour ce premier webinaire et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous faire vos retours également par mail. Très bonne journée.